C'était un mardi d'octobre, juste avant ma première échographie du 3e trimestre. Le jour où j'ai compris que ma belle-mère, Béatrice, utilisait mon héritage pour loger la maîtresse de mon mari à quelques mètres de chez nous. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas jeté les affaires de Julien par la fenêtre. Je portais notre enfant et je savais que la moindre perte de contrôle se retournerait contre moi au tribunal. J'ai simplement replié le relevé bancaire. J'ai refermé le tiroir du bureau. Et j'ai souri quand Julien est rentré du travail ce soir-là. Pendant des semaines, j'ai laissé Béatrice diriger ma vie, me border dans mes fausses certitudes et installer sa marionnette dans mon entourage proche. Je les ai regardés vider méthodiquement nos comptes, persuadés que ma grossesse m'aveuglait totalement. Comment une famille bourgeoise de province, si attachée aux apparences, a-t-elle pu faire une erreur aussi grossière sur des documents officiels ? En tant qu'architecte d'intérieur, mon métier consiste à repérer l'anomalie invisible. Un mur porteur fragilisé sous un beau papier peint, une canalisation dissimulée sous un faux plafond, une facture d'entrepreneur adroitement gonflée. Je structure les espaces et je traque les incohérences. Je passe mes journées à mesurer, à vérifier, à sécuriser les fondations des autres. Pourtant, dans ma propre maison, je n'ai absolument rien vu venir. Nous avions acheté ce pavillon en banlieue toulousaine 2 ans plus tôt. Une belle meulière avec un grand jardin, parfaite pour fonder une famille. L'acquisition s'était faite sous le régime classique de la communauté de biens. Julien et moi étions mariés sans contrat de mariage préalable. C'était la norme absolue dans sa famille, une tradition presque sacrée. Mais pour obtenir ce bien, j'avais dû injecter 70 000 € dans l'apport initial. Cet argent provenait de la succession de mon père, décédé brutalement d'un infarctus l'année précédente. Une somme propre, légalement. Mais sur les conseils insistants de mon mari, elle avait été versée directement sur notre compte joint bancaire. Il fallait rassurer l'organisme de crédit et simplifier l'obtention de notre prêt immobilier. À l'époque, cette fusion financière me semblait être une simple formalité, une preuve d'engagement total. Julien gagnait moins que moi, mais il travaillait dur dans un cabinet d'assurance de la région. Je pensais bâtir notre avenir commun. Je n'avais pas exigé d'inscrire une clause de remploi de fonds propres chez le notaire lors de l'acte d'achat. Une erreur d'imprudence que beaucoup de femmes font au nom de la confiance conjugale. Béatrice, ma belle-mère, régnait sur notre quotidien avec une autorité polie et glaçante. Ancienne clerc de notaire, elle connaissait la valeur juridique de chaque signature, de chaque acte. Elle avait d'ailleurs validé l'achat de notre maison après avoir elle-même inspecté le cadastre et épluché le plan local d'urbanisme. Béatrice ne laissait jamais de place à l'improvisation. Ses manières étaient parfaites, son allure toujours stricte, et elle répétait souvent en lissant machinalement le pli de sa jupe droite. Dans cette famille, on prépare l'avenir sans rien laisser au hasard. Je prenais cela pour de la bienveillance, une forme de protection matriarcale dont j'avais manqué depuis le décès de mes propres parents. Quand je suis tombée enceinte, ces visites sont devenues non seulement régulières, mais quotidiennes. Elle m'apportait des plats traiteurs, triait notre courrier dans l'entrée. Elle prétextait m'épargner les lourdeurs administratives. Je la voyais classer nos relevés bancaires, nos avis d'imposition et nos factures d'énergie avec une minutie chirurgicale dans des classeurs qu'elle emportait parfois pour faire des copies. Elle avait même imposé sa vision pour la décoration de la chambre du bébé, rejetant mes propres plans d'architecte sous prétexte que je devais me reposer. Je laissais faire. La fatigue des premiers mois de grossesse m'avait vidé de mon acuité habituelle. C'est au début du 6e mois que Camille est officiellement entrée dans l'équation. Camille était mon amie depuis nos années de lycée. Récemment séparée d'un compagnon difficile, elle cherchait urgemment un nouveau point de chute, un endroit sécurisant. Un dimanche après-midi, autour d'un café dans notre jardin, Béatrice a posé sa tasse en porcelaine sur la table en fer forgé. Elle a regardé Camille avec une douceur presque maternelle, une tendresse très inhabituelle chez elle. L'appartement du rez-de-chaussée, dans l'immeuble mitoyen juste à côté de notre pavillon, venait de se libérer. Béatrice a suggéré à Camille de le visiter dès le lendemain. L'argumentaire de ma belle-mère était parfaitement rodé. Julien travaillait beaucoup pour assurer nos arrières financiers. Je serai très bientôt alitée selon les dernières recommandations de ma sage-femme. Avoir ma meilleure amie à 10 mètres de ma porte d'entrée
était une véritable aubaine pour tout le monde. Camille n'avait pas de contrat à durée indéterminée, juste des missions d'intérim espacées. Trouver un propriétaire acceptant son profil relevait du miracle dans notre secteur tendu. Mais Béatrice s'était portée garante, me disait-on. Un élan de générosité qui m'avait profondément touchée sur le moment. Béatrice a même proposé de faire jouer ses anciennes relations dans l'agence immobilière du quartier pour faciliter l'acceptation rapide du dossier. Une semaine plus tard, Camille signait son contrat de bail. Elle avait les clés. Son déménagement a pris une demi-journée. Dès le lendemain, elle entrait chez nous sans sonner pour m'apporter des tisanes, vérifier si j'avais pris mes vitamines ou m'aider à plier le linge de maternité. Julien semblait ravi de cette présence féminine constante. Il répétait à ses amis, lors de nos dîners, que cela le soulageait énormément de me savoir si bien entourée pendant ses longues absences au bureau. Le premier accroc est apparu un mardi matin. J'ai ouvert l'application de notre banque sur ma tablette tactile. Je devais payer un acompte important de 2 000 € au menuisier pour la livraison imminente des placards, sur mesure de la chambre de naissance. Je connaissais nos prélèvements fixes par cœur. Les mensualités du prêt immobilier, les assurances, les impôts, les abonnements. En faisant défiler l'historique récent des opérations du compte joint, une ligne m'a stoppé net. Un virement sortant de 950 € exécuté le 1er du mois. Le libellé indiquait simplement une suite alphanumérique anonyme. Ce montant ne correspondait à aucune de nos dépenses habituelles. J'ai posé la tablette sur l'îlot central de la cuisine. Le solde global de ce compte incluait encore une grande partie du reliquat de mon héritage paternel. J'ai interpellé Julien, pendant qu'il nouait sa cravate grise dans le couloir de l'entrée. Il a à peine levé les yeux vers moi. Il a passé une main rassurante sur mon épaule et m'a embrassé sur la tempe. Avec un calme absolu, il a expliqué qu'un collègue proche de son agence traversait un divorce extrêmement difficile. La procédure l'avait ruiné. Les huissiers menaçaient de bloquer son compte personnel et de saisir son véhicule. Julien lui avait discrètement avancé cette somme pour payer une provision à son avocat. Il m'a assuré d'un ton formel qu'il serait intégralement remboursé avant la fin du mois en cours. J'ai scruté son visage avec attention. Je cherchais une micro-expression, un fuyant dans le regard. Rien n'indiquait le mensonge. Ses épaules restèrent détendues. Sa voix était posée, presque désolée pour son ami. La lourdeur de la grossesse pesait sur mes vertèbres et embrumait mes pensées. Je n'ai pas insisté. L'explication me semblait tout à fait cohérente. Les hommes aiment souvent jouer les sauveurs providentiels entre eux pour flatter leur ego. J'ai repris ma tablette et j'ai procédé au virement pour le menuisier sans poser d'autres questions. J'ai passé le reste de la matinée à corriger des plans d'aménagement pour des clients professionnels, assise à mon bureau, directement face à la fenêtre du salon. De cette place, j'avais une vue imprenable sur la rue et sur la porte d'entrée de Camille. Elle est sortie sur le trottoir vers 10h30. Moins de 5 minutes plus tard, la berline de Julien s'est garée un bref instant devant notre portail, le moteur tournant. Il a embarqué sa passagère avant de disparaître silencieusement au coin de la rue. Je me suis dit qu'il la déposait simplement à une agence d'intérim sur la route de son bureau. Je n'ai pas cherché à interpréter cette scène. Je faisais une confiance aveugle à mon mari. Je faisais une confiance absolue à mon ami d'enfance. Et je croyais fermement aux belles paroles rassurantes de ma belle-mère. La naïveté coûte toujours très cher, et l'addition était déjà en train d'être calculée dans mon dos. Le doute est une anomalie invisible. Dans mon métier, quand une mesure au millimètre ne tombe pas juste, on ne pose pas le papier peint. On gratte l'enduit. On cherche la source du décalage. 3 jours après l'explication de Julien sur ce fameux collègue endetté, j'ai profité d'une insomnie de fin de nuit pour rallumer ma tablette tactile. La maison dormait. Je me suis connectée à notre espace bancaire avec mes identifiants. J'ai filtré l'historique de notre compte joint, mois par mois, en remontant le temps. Le 1er septembre, un virement sortant de 950 €. Le 1er août, la même ligne, le même montant, la même suite alphanumérique. Le 1er juillet, exactement la même chose. La régularité mathématique de la dépense détruisait instantanément la thèse du prêt ponctuel. Un avocat ne demande pas des provisions identiques chaque 1er du mois à date fixe. Ce montant correspondait au standard du marché immobilier de notre commune pour un petit 3 pièces.
L'argent de mon père, ce capital de 70 000 € censé garantir la sécurité de notre foyer, servait de pompe à finances mensuelles. Le jeudi suivant, j'ai annulé une visite de chantier. J'ai pris ma voiture et je me suis garée dans un parking souterrain du centre-ville toulousain. Je devais consulter un spécialiste de la structure légale. Maître Lemaire m'a reçu dans son cabinet, une pièce sobre aux murs tapissés de recueils de jurisprudence. Je lui ai exposé les faits avec la plus grande neutralité possible. Le mariage sans contrat, l'apport de mon héritage sur le compte commun, les retraits réguliers inexpliqués, l'installation de mon ami à côté de chez moi, cautionnée par ma belle-mère. Maître Lemaire n'a manifesté aucune surprise. Les avocats en droit de la famille connaissent par cœur la mécanique de l'abus de confiance. Elle a croisé ses mains sur son sous-main en cuir noir et m'a expliqué les règles de notre régime matrimonial. En l'absence de contrat, nous étions soumis à la communauté réduite aux acquêts. Mon héritage constituait un bien propre, mais en versant ces 70 000 € sur un compte joint, sans exiger de déclaration d'emploi ou de remploi chez le notaire lors de l'achat de la maison, j'avais commis une erreur classique. Juridiquement, cet argent s'était fondu dans la masse commune. Si nous divorcions demain, Julien pouvait prétendre à la moitié de la valeur de la maison, sans tenir compte de mon apport initial, car la présomption de communauté primait. Je devrais alors engager une longue bataille pour obtenir ce qu'on appelle une récompense, à condition de pouvoir tracer le moindre centime. L'avocate a ensuite abordé les virements mensuels. Si mon mari utilisait l'argent de notre compte joint pour entretenir une maîtresse ou financer un logement à l'insu de notre ménage, cela portait un nom précis en droit français, le recel de communauté, un délit civil lourdement sanctionné. Mais la justice exige des preuves écrites, indiscutables, obtenues de manière parfaitement légale, pas d'enregistrement clandestin, pas de piratage de téléphone personnel. Je suis sortie de ce rendez-vous avec un plan d'action strict. Je ne pouvais pas confronter Julien. Je devais d'abord sécuriser mes arrières et documenter la fraude. L'après-midi même, je suis passée à l'étude du notaire chargé de la succession de mon père. J'ai demandé une copie intégrale de l'acte de notoriété et de l'attestation de virement des fonds vers notre compte joint. J'ai ensuite poussé la porte d'une agence bancaire concurrente située à 2 rues de mon bureau. J'y ai ouvert un compte courant individuel, à mon seul nom. J'ai contacté mes clients professionnels pour modifier la domiciliation de mes honoraires d'architecte. Désormais, mes revenus ne viendraient plus alimenter le compte commun que ma belle-mère et mon mari siphonnaient. Je préparais une digue de protection. Le plus difficile restait d'afficher une docilité parfaite. Le dimanche, Béatrice est venue déjeuner à la maison, comme à son habitude. Elle avait apporté une caisse de vêtements de naissance soigneusement lavée et repassée. Camille nous a rejoints pour le café, traversant le jardin d'un pas léger. J'étais assise dans le canapé du salon, un plaid sur les genoux, jouant mon rôle de femme enceinte, épuisée. Julien servait le café. Il effleurait le poignet de Camille en lui tendant sa tasse. Un geste furtif, presque invisible pour un œil non averti. Béatrice trônait dans le fauteuil club. Elle monopolisait la conversation, s'adressant à moi avec cette fausse sollicitude qui me donnait désormais la nausée. Elle m'a conseillé de cesser immédiatement toute activité professionnelle, affirmant que le stress de mes chantiers nuisait à l'enfant. Elle s'est ensuite levée pour aller chercher le courrier dans notre boîte aux lettres, une habitude qu'elle avait prise depuis le début de ma grossesse. Elle est revenue avec une poignée d'enveloppes. Elle a trié les factures d'un geste machinal, glissant un avis d'échéance d'assurance dans son sac à main pour s'en occuper à ma place. Elle a lissé le tissu de sa jupe et a prononcé sa phrase fétiche avec un sourire satisfait. Dans cette famille, on prépare l'avenir sans rien laisser au hasard. J'ai remercié ma belle-mère d'une voix douce. J'ai fermé les yeux un instant, simulant la fatigue. Je les laissais s'enfermer dans leur propre arrogance. Ils me croyaient neutralisée par la maternité. Ils se pensaient intouchables. La faille matérielle s'est présentée 48 heures plus tard, un mardi matin. Julien était petit en déplacement commercial pour la journée. Béatrice devait passer en fin d'après-midi pour récupérer des documents administratifs liés à notre taxe foncière. Depuis quelques semaines, Julien laissait traîner une sacoche en cuir noir dans le placard de l'entrée. C'était là qu'il regroupait les papiers destinés à sa mère. J'ai ouvert le placard pour ranger un manteau. La sacoche était mal fermée.
La fermeture éclair coincée par un dossier cartonné trop épais. En tirant sur le vêtement, le dossier a glissé sur le carrelage. Quelques feuilles se sont éparpillées. J'ai ramassé les documents. C'était un assemblage hétéroclite de quittances d'énergie et de relevés de mutuelles. Mais au milieu de la pile, une chemise transparente contenait un document de plusieurs pages agrafées, estampillé du logo d'une agence immobilière locale. J'ai sorti le document. Le titre, imprimé en gras, indiquait « Contrat de location meublée ». J'ai lu la rubrique désignant le locataire. Le nom inscrit en lettres capitales n'était pas celui de Camille, c'était celui de Julien. Mon mari était le locataire officiel du logement situé juste à côté de notre maison. J'ai fait glisser mon doigt le long de la ligne des montants. Le loyer mensuel, charges comprises, était fixé à 950 €, la somme exacte qui disparaissait de notre compte joint chaque premier du mois. La lecture de la dernière page a verrouillé définitivement le tableau. La section réservée à la caution solidaire comportait une signature ornée de fioritures appliquées, celle de Béatrice. Ma belle-mère ne s'était pas portée garante pour mon amie d'enfance. Elle s'était portée garante pour son propre fils, validant et sécurisant noir sur blanc l'installation de sa maîtresse à 10 mètres de ma chambre à coucher. La mécanique était d'une précision diabolique. L'agence immobilière prélevait Julien, qui utilisait l'argent de la communauté, donc mon héritage. Camille vivait gratuitement, sous couvert de me soutenir pendant ma grossesse, et Béatrice couvrait l'ensemble du dispositif, gardant la main sur les courriers et les avis d'imposition pour s'assurer que je ne vois jamais passer les justificatifs de ce second domicile fiscal. J'ai sorti mon téléphone, j'ai désactivé le son de l'appareil. J'ai photographié chaque page du contrat de bail en veillant à cadrer parfaitement les signatures et les paraphes au bas des feuillets. J'ai photographié la pièce d'identité de Béatrice, jointe en annexe pour la caution. J'ai replacé le document dans sa chemise transparente. J'ai reconstitué la pile exacte, respectant l'ordre des factures, et j'ai repoussé le tout dans la sacoche en cuir. J'ai refermé le placard. Je venais de matérialiser la preuve irréfutable du recel de communauté exigé par mon avocate. Julien finançait son adultère avec mon capital. Mais en retournant m'asseoir dans le salon, face à la fenêtre offrant une vue directe sur la porte de Camille, une question continuait de tourner dans mon esprit d'architecte. Un simple contrat de location ne justifiait pas une telle ingénierie de la part de ma belle-mère. Béatrice voyait toujours plus loin. Elle préparait l'avenir sans rien laisser au hasard. Payer un loyer à fonds perdu ne ressemblait pas à ses méthodes de gestionnaire patrimonial. Ce bail caché n'était que le rez-de-chaussée du problème. Il devait exister une fondation bien plus lourde en dessous. Quelque chose de définitif, conçu pour m'effacer totalement de l'équation une fois l'enfant né. L'iceberg ne faisait que pointer à la surface. Béatrice s'est présentée à notre domicile à 18 heures précises, comme elle l'avait annoncé. J'étais assise à la table de la salle à manger, devant un catalogue de peintures écologiques. Elle a traversé le salon avec cette démarche assurée qui lui appartenait, les talons de ses escarpins martelant le parquet en chêne massif. Julien n'était pas encore rentré de son déplacement. Elle a posé son manteau sur le dossier d'une chaise et s'est dirigée directement vers le placard de l'entrée. Je l'ai observée prendre la sacoche en cuir noir. Elle a vérifié le contenu d'un coup d'œil rapide, sans sortir les dossiers, puis a remonté la fermeture éclair. Elle ignorait que chaque page du bail secret dormait désormais dans la mémoire cryptée de mon téléphone portable. Elle est revenue vers moi, un sourire satisfait aux lèvres. Elle m'a demandé si j'avais passé une bonne journée, si le dos ne me faisait pas trop souffrir. Elle a ajouté que Camille viendrait probablement m'apporter une soupe de légumes pour le dîner. Je l'ai remerciée d'une voix égale. J'ai replié mon catalogue. Je lui ai proposé un thé qu'elle a décliné en prétextant un rendez-vous chez le coiffeur le lendemain matin. Quand la porte d'entrée s'est refermée sur elle, j'ai repris mon crayon. J'ai tracé une ligne droite sur mon carnet. Je devais comprendre l'architecture de leur projet. Un bail locatif ne suffisait pas à expliquer l'implication personnelle de mon mari et de ma belle-mère. Il me manquait la clé de voûte de leur montage. La première véritable contradiction est apparue 2 semaines plus tard. J'entamais mon 7e mois de grossesse. Un vendredi après-midi, Julien est rentré du travail plus tôt que d'habitude. Il n'était pas seul. Il était accompagné d'un homme en costume gris
muni d'un télémètre laser et d'un porte-documents. Julien me l'a présenté comme un courtier partenaire de son cabinet d'assurance. Selon les dires de mon mari, l'arrivée de l'enfant nécessitait de réévaluer notre assurance habitation et d'envisager une renégociation de notre prêt immobilier. Les taux bancaires étaient favorables. Ce monsieur venait simplement mettre à jour le dossier technique de notre pavillon. J'ai souri poliment. J'ai proposé un café que les deux hommes ont accepté. Je suis restée dans la cuisine ouverte, adossée au plan de travail, pendant qu'ils parcourèrent le rez-de-chaussée. L'homme a commencé par mesurer la hauteur sous plafond du salon. Puis il s'est attardé sur les menuiseries, notant la qualité du double vitrage. Mon métier d'architecte d'intérieur m'impose de côtoyer quotidiennement des experts, des artisans et des agents immobiliers. Je connais parfaitement la différence entre un diagnostic technique et une estimation vénale. L'homme en costume ne relevait pas des cotes pour une assurance. Il évaluait la luminosité, l'exposition de la terrasse, l'état général des finitions. Il jaugeait la valeur marchande de la maison. Quand il a demandé à Julien si la toiture avait été révisée récemment et si la chaudière était encore sous garantie, j'ai eu ma confirmation. On ne fait pas estimer sa résidence principale au prix du marché pour renégocier un taux d'emprunt. On fait estimer un bien immobilier quand on prépare un état liquidatif chez le notaire. Julien préparait le partage de nos biens. Il préparait le divorce. J'ai passé une main sur mon ventre arrondi. J'ai gardé le silence. Quand ils ont terminé leur tour par le premier étage, Julien a raccompagné son visiteur jusqu'au portail. En revenant dans le salon, il m'a assuré que l'opération nous ferait gagner au moins 150 € par mois sur nos mensualités de crédit. J'ai hoché la tête, validant son mensonge avec l'innocence qu'il attendait de moi. J'ai prétexté une grande fatigue et je suis montée me reposer dans la chambre. La confirmation de ce plan minuté m'a été livrée le week-end suivant, par une de ces erreurs technologiques que les gens trop confiants finissent toujours par commettre. C'était un dimanche après-midi. Julien tondait la pelouse du jardin arrière. Camille lisait un magazine sur sa propre terrasse, de l'autre côté de la haie mitoyenne, échangeant de temps à autre des banalités par-dessus le grillage avec mon mari. J'étais dans le bureau, triant des factures de matériaux pour un client. Julien avait laissé sa tablette personnelle en charge sur le bureau. C'était un appareil que nous utilisions parfois en commun pour regarder des séries. Mais il y avait connecté son propre compte utilisateur. L'écran s'est allumé brièvement. Une notification sonore a rompu le silence de la pièce. J'ai regardé l'écran de verrouillage. Un message provenant du contact enregistré sous le nom de Béa, venait d'apparaître. Le texte affiché dans la bulle d'aperçu disait « Le notaire a validé la clause. Tu peux rassurer Camille. » Je n'ai pas hésité une seconde. Le code de déverrouillage de la tablette était notre année de mariage suivie de notre mois de naissance. Une combinaison d'une banalité affligeante. J'ai tapé les 4 chiffres. L'écran d'accueil est apparu. J'ai ouvert l'application de messagerie instantanée. La conversation n'était pas un échange individuel. C'était un groupe de discussion privée, ironiquement intitulé « Projet à venir ». Les membres étaient Julien, Béatrice et Camille. J'ai fait défiler l'historique des messages, remontant sur les 3 derniers mois. La lecture de ces échanges traçait la carte exacte de leur machination. Camille ne se contentait pas de dormir avec mon mari. Elle participait activement à l'organisation de sa future vie dans ma maison. Un message de Camille, daté de la semaine précédente, disait « Le chauffe-eau de l'appartement fait un bruit infernal. Je n'en peux plus de cette location. » La réponse de Julien suivait quelques minutes plus tard. « Patience, ma chérie. Encore quelques mois à tenir et on récupère la grande maison. L'experte est passée vendredi. Je suis remontée plus haut. J'ai trouvé les instructions strictes de Béatrice, qui gérait le calendrier avec une froideur managériale. Elle écrivait « Pas de précipitation. Vous attendez l'accouchement. Avec les nuits blanches et la chute d'hormones, elle n'aura aucune force pour se battre avec des avocats. Elle signera la convention de divorce par consentement mutuel juste pour avoir la paix et dormir. Je connais parfaitement la psychologie des jeunes mères. Leur objectif était clair. Attendre que je sois physiquement et mentalement épuisée par la naissance de mon enfant pour me soumettre une convention de divorce rédigée à leur avantage. Mais un autre message de Béatrice a figé mon attention. Il remontait à la fin du mois d'août. Elle y déclarait « L'enregistrement au registre du commerce est finalisé.
La SCI est officiellement immatriculée. J'ai viré la première tranche des fonds propres ce matin depuis le compte de Julien. Et ciao, G3. Je me suis assise lentement sur la chaise de bureau. Le puzzle s'emboîtait. Le recel de communauté ne se limitait pas aux 950 € du loyer mensuel de Camille. C'était bien plus vaste. J'ai pris mon propre ordinateur portable. J'ai ouvert une page de navigation privée. Je suis allée sur le site officiel d'Infogreffe, le portail des greffes des tribunaux de commerce. J'ai entré le nom de jeune fille de ma belle-mère et sa ville de résidence dans la barre de recherche. La base de données a mouliné quelques secondes. Un résultat est apparu. Une société civile immobilière venait d'être créée 4 mois plus tôt, juste après l'annonce de ma grossesse. Elle s'appelait la SCI Les Cèdres. Le siège social était domicilié à l'adresse personnelle de Béatrice. J'ai sorti ma carte bancaire. J'ai réglé les 2,70 € requis par le site officiel. J'ai téléchargé l'extrait CABIS ainsi que les statuts constitutifs de la société. J'ai ouvert le document PDF. J'ai scruté les articles un par un. Les associés fondateurs étaient Béatrice et Julien. La gérance était assurée par Béatrice. J'ai cherché l'article concernant le capital social. Il s'élevait à 40 000 €. La répartition indiquait que Julien avait apporté 38 000 € et Béatrice les 2 000 € restants. 38 000 €. J'ai superposé cette information avec mes derniers relevés bancaires. Depuis des mois, Julien multipliait les petites opérations, les retraits aux distributeurs, les transferts vers des livrets d'épargne secondaire qu'il vidait ensuite, les factures gonflées. Il avait siphonné la majorité des fonds restants de mon héritage paternel, cet argent fondu dans notre compte joint pour constituer le capital de cette société civile immobilière. L'article 2 des statuts définissait l'objet social de la société. L'acquisition, l'administration et la gestion par location, ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. Mais une clause spécifique, ajoutée en fin de document, précisait que la société avait pour vocation première de se porter acquéreur de biens résidentiels situés sur notre commune exacte. Le but final m'a frappé avec la force d'une évidence mathématique. L'iceberg était là, dans son intégralité, froid et tranchant. Béatrice avait tout orchestré. L'installation de Camille dans l'appartement d'à côté servait de paravent, une salle d'attente confortable financée par mon argent pour garder la maîtresse sous la main. Pendant ce temps, il vidait méthodiquement notre compte commun. Au moment du divorce, Julien demanderait la liquidation du régime matrimonial. Notre compte joint serait virtuellement vide. Je ne pourrais pas récupérer facilement mon apport de 70 000 € car l'argent aurait été dissous dans des dizaines de fausses dépenses courantes, difficiles à retracer rapidement. Ensuite, face à mon impossibilité de racheter seule la part de mon mari sur notre pavillon, la maison serait mise en vente. C'est à ce moment précis que la SCI Les Cèdres entrerait en jeu. La société de Béatrice ferait une offre d'achat globale sur notre maison, probablement à un prix sous-évalué grâce à l'estimation de complaisance du fameux courtier. L'argent utilisé par la SCI pour racheter ma propre maison serait en réalité l'argent de mon propre héritage. Blanchi à travers les statuts de l'entreprise, Julien et Camille emménageraient dans ma maison. Je serais expulsée de mon foyer avec un nourrisson délesté du patrimoine de mon père. J'ai relu le dernier message de ma belle-mère sur la tablette. Dans cette famille, on prépare l'avenir sans rien laisser au hasard. Elle avait raison. Rien n'était laissé au hasard. L'usurpation légale était parfaite. Si je hurlais au scandale maintenant, Julien irait en bloc. Il dirait que la SCI est un simple placement familial, que Camille est une locataire indépendante, que l'expert venait pour l'assurance. Et je passerais pour la femme enceinte paranoïaque et instable. J'ai transféré les captures d'écran des messages de la tablette vers mon propre téléphone via une connexion sécurisée. Puis j'ai effacé toute trace de l'envoi. J'ai sauvegardé l'extrait CABIS et les statuts de la SCI sur une clé USB cryptée. J'ai replacé la tablette de Julien exactement là où elle se trouvait, avec le même angle par rapport au bord du bureau. Je suis retournée dans le salon. Par la fenêtre, je voyais Julien ranger la tondeuse dans l'abri de jardin. Camille lui tendait une bouteille d'eau fraîche. Il souriait. Ils préparaient leur vie sur les cendres de la mienne. Ils me croyaient vulnérable, ralenti par les hormones, aveuglé par la confiance. Ils oubliaient un détail fondamental.
Un architecte ne s'effondre pas quand il découvre que les fondations sont pourries. Il étaye la structure, il sécurise le périmètre et il prépare la démolition contrôlée. Je n'allais pas demander le divorce maintenant. J'allais accoucher de mon enfant dans le calme. J'allais laisser Béatrice convoquer son notaire. J'allais les laisser avancer jusqu'au bord du précipice financier qu'ils avaient eux-mêmes creusé. J'avais les preuves du recel de communauté. J'avais la preuve de la dissimulation de capital. L'heure n'était plus à l'enquête. L'heure était à l'addition. Mon fils est né au milieu du mois de janvier. Un accouchement long, médicalisé, qui a laissé mon corps meurtri. Les premières semaines de retour à la maison ont été une succession de nuits blanches, de biberons préparés dans la pénombre de la cuisine et d'une fatigue osseuse qui engourdissait mes pensées. Je n'avais aucun effort à fournir pour simuler mon épuisement physique. Il était bien réel, mais derrière mon regard cerné et mes gestes ralentis, mon esprit n'avait jamais été aussi lucide. Julien avait rapidement déserté notre chambre à coucher. Il affirmait avoir besoin d'un sommeil réparateur pour assumer ses responsabilités au cabinet d'assurance et maintenir le niveau de vie de notre foyer. Il s'était installé dans la chambre d'amis, au rez-de-chaussée. En réalité, je savais parfaitement qu'il traversait le jardin à la nuit tombée pour aller dormir chez Camille. Béatrice, de son côté, avait intensifié sa présence. Elle passait chaque jour pour gérer l'intendance, régler les factures, trier le courrier et me décharger de toute contrainte administrative. Elle me bordait dans mon rôle de mère diminuée, préparant le terrain avec une patience clinique. Le piège s'est refermé un mardi soir de la fin du mois de février. L'enfant dormait dans son berceau. Julien m'a rejointe dans le salon. Il s'est assis sur la table basse, face à moi. Il a adopté un ton grave, presque contrit. Il m'a expliqué que l'arrivée du bébé avait mis en lumière nos fractures, que nous étions devenus des parents, mais que nous n'étions plus un couple. Il a prononcé des phrases toutes faites sur le respect mutuel et la nécessité de ne pas se déchirer devant les tribunaux pour le bien-être de notre fils. Il a ensuite abattu sa carte maîtresse. Il souhaitait une séparation à l'amiable, par consentement mutuel. Sa mère, soucieuse de m'épargner des démarches stressantes dans mon état, avait déjà pris contact avec son ancien employeur, Maître Farge. Ce notaire, établi dans le centre-ville, pouvait rédiger une convention de divorce rapide, figeant la liquidation de notre régime matrimonial sans heurts. Le rendez-vous était fixé au jeudi suivant, à 15 heures. J'ai baissé les yeux vers mes mains. J'ai hoché la tête avec une lenteur calculée. J'ai murmuré que j'étais d'accord, que je n'avais plus la force de me battre. Julien a poussé un long soupir de soulagement. Il a posé une main compatissante sur mon genou, persuadé d'avoir verrouillé sa sortie. Le jeudi après-midi, la pluie lavait les trottoirs toulousains. L'étude de Maître Farge occupait le premier étage d'un vaste immeuble haussmannien. Les boiseries massives et les moquettes épaisses absorbaient le bruit des pas, créant une atmosphère feutrée propre aux affaires bourgeoises. J'ai patienté quelques minutes dans un fauteuil en cuir avant qu'une clerque ne m'accompagne vers la salle de réunion principale. Julien était déjà installé d'un côté de l'immense table ovale en chêne clair. À sa droite se tenait Béatrice. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine d'une coupe irréprochable. Juridiquement, en tant que belle-mère, elle n'avait aucune légitimité pour assister à un rendez-vous de liquidation matrimoniale. Mais elle agissait en chef d'orchestre, s'imposant comme la conseillère patrimoniale de la famille. Je n'ai fait aucune remarque sur sa présence. En réalité, j'avais absolument besoin qu'elle soit dans cette pièce. Je me suis assise face à eux, posant simplement une fine chemise cartonnée devant moi. Maître Fargeuse est entré. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux manières courtoises. Il a salué chaleureusement Béatrice, évoquant brièvement leurs anciennes années de collaboration. Puis, il a ouvert son dossier. Il a commencé à exposer les modalités de notre divorce, par consentement mutuel, telles qu'elles lui avaient été dictées par mon mari et ma belle-mère. La mécanique était simple et destructrice. Le compte joint bancaire, presque vidé de l'héritage de mon père, serait soldé. Julien renonçait généreusement à sa part sur les meubles et la voiture. Restait le problème du pavillon. Maître Farge a croisé ses mains sur ses feuillets. Il m'a expliqué d'un ton professoral
qu'avec la baisse de mes revenus, due à mon congé maternité et mon statut d'architecte indépendante, aucune banque ne me suivrait pour racheter la part de Julien. La maison devait être vendue. C'est à cet instant que Béatrice a pris la parole. Elle a ajusté ses lunettes sur son nez et a adopté sa voix la plus rassurante. Elle m'a annoncé qu'une mise sur le marché immobilier classique prendrait des mois, occasionnant des frais intercalaires épuisants. Mais, par une chance extraordinaire, elle avait sollicité ses réseaux. Une société d'investissement locale était prête à formuler une offre d'achat immédiate, sans condition suspensive d'obtention de prêt. Le prix proposé était de 250 000 €. C'était près de 30% en dessous de la valeur réelle de notre bien. Béatrice m'a regardé droit dans les yeux. Elle a lissé le tissu de sa manche et a prononcé sa phrase fétiche, celle qui devait sceller mon sort. C'est une opportunité inespérée pour te libérer de cette charge financière. Dans cette famille, on prépare l'avenir sans rien laisser au hasard. Maître Farges a glissé le projet d'acte de vente et la convention de divorce vers moi, accompagné d'un stylo à encre. Il suffisait de parapher chaque page. J'ai regardé les documents, j'ai repoussé le stylo, j'ai levé les yeux vers le notaire et j'ai demandé d'une voix parfaitement claire si je pouvais solliciter l'avis de mon propre conseil avant de signer la moindre page. Béatrice a froncé les sourcils. Julien a bougé sur sa chaise, soudain mal à l'aise. La double porte capitonnée de la salle de réunion s'est ouverte. Maître Lemaire, mon avocate, est entrée. Elle m'attendait dans la salle d'attente adjacente depuis mon arrivée. Elle s'est avancée avec une prestance glaciale, a posé sa volumineuse sacoche en cuir noir sur la table et s'est assise à mes côtés. Elle a adressé un bref hochement de tête au notaire. « Confrère », a commencé Maître Lemaire d'une voix posée. « Ma cliente ne signera aucune convention de divorce par consentement mutuel aujourd'hui. Elle ne cédera pas non plus sa résidence principale à la société civile immobilière que vous mentionnez. » Maître Farges a paru désarçonné. Il a balbutié que l'offre de la SCI était pourtant une solution de facilité pour débloquer l'indivision. Maître Lemaire a ouvert son dossier. Elle en a extrait le document PDF imprimé depuis le greffe du tribunal de commerce. Elle l'a fait glisser sur le chêne clair jusqu'aux mains du notaire. Vous lirez avec attention l'extrait cabis de cette fameuse société acheteuse nommée la SCI Les Cèdres, a poursuivi mon avocate. Vous constaterez que la gérante en exercice n'est autre que Madame Béatrice, ici présente, et que l'associé majoritaire détenteur de 95% des parts est Monsieur Julien. Votre client s'apprête à racheter sa propre maison à un prix sous-évalué en utilisant une personne morale pour évincer son épouse. Le visage de Maître Farges s'est figé. En droit notarial français, participer sciemment à une vente où l'une des parties dissimule son identité pour léser son conjoint s'apparente à une complicité de fraude. Le notaire a regardé Béatrice avec une incompréhension mêlée de colère froide. Mais Maître Lemaire n'en avait pas terminé. Elle a sorti le deuxième lot de documents, les relevés de notre compte joint surlignés au marqueur jaune, accompagnés des statuts de la CI. La constitution du capital de cette société, d'un montant de 40 000 € pose un problème légal majeur, a expliqué l'avocate, en regardant fixement Julien. Monsieur a effectué des apports à hauteur de 38 000 €. Ces fonds proviennent intégralement du compte joint du couple. Un compte massivement alimenté par un héritage propre de 70 000 € perçu par ma cliente l'année dernière. En l'absence de clause de remploi, cet argent appartient à la communauté. Monsieur a donc utilisé les fonds de la communauté à l'insu de son épouse, pour capitaliser une société occulte destinée à la spolier. Julien a perdu ses couleurs. Il a regardé sa mère, attendant qu'elle trouve une parade juridique. Béatrice s'est redressée, le visage soudain très rouge. Elle a élevé la voix, affirmant que ces mouvements d'argent étaient de simples placements familiaux, que j'étais parfaitement au courant de ces opérations, et qu'il n'y avait là aucune dissimulation. Maître Lemaire a ignoré cette intervention. Elle a extrait le 3e lot de feuilles, les photographies du contrat de bail du rez-de-chaussée voisin, imprimées en haute définition. Monsieur ne se contente pas de capitaliser des sociétés avec l'argent de son épouse. Il finance également l'hébergement de sa maîtresse. Voici le bail locatif d'un appartement situé à 10 mètres du domicile conjugal. Le locataire en titre est Monsieur. La caution solidaire est Madame Béatrice.
Le loyer de 950 € est prélevé chaque premier du mois sur le compte joint depuis le mois de juillet dernier. Le silence s'est abattu sur la pièce. Le bruit de la pluie contre les grandes fenêtres de l'étude semblait soudain assourdissant. Maître Farges a retiré ses lunettes de lecture. Il a repoussé le projet de convention de divorce loin de lui, marquant physiquement sa volonté de se dissocier de cette affaire. Ce que vous avez documenté, maître, porte une qualification très précise, a dit le notaire d'une voix blanche. Absolument, confrère, a répondu maître Lemaire. Il s'agit d'un recel de communauté, défini par l'article 1477 du Code civil. La jurisprudence est implacable sur ce point. Mon avocate s'est alors tournée vers Julien, qui semblait littéralement rapetissé sur son siège. La sanction du recel est stricte. Vous serez privé de toute part sur l'intégralité des sommes que vous avez détournées. Les 38 000 € investis dans la SCI, ainsi que la totalité des loyers versés pour votre maîtresse, devront être restitués à votre épouse sur vos seuls deniers personnels. De plus, au vu de l'apport initial lié à l'héritage, vous ne percevrez aucune part sur la liquidation de la maison. Vous partirez sans rien. Béatrice s'est levée brusquement. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle a pris appui sur le bord de la table. Le masque de la matriarche de province venait de voler en éclats. Elle a pointé un doigt accusateur vers moi, perdant tout contrôle sur son vocabulaire soigné. Elle a hurlé que j'avais fouillé dans des documents privés, que je n'avais pas le droit d'utiliser sa sacoche, que ces preuves étaient irrecevables devant un juge. Maître Lemaire l'a regardée avec une condescendance assumée. Consulter le solde de son propre compte joint et télécharger un cabis public sur la base de données d'Infogreffe sont des actes parfaitement légaux. Quant à l'intention frauduleuse, elle est corroborée par les échanges écrits de votre groupe de messagerie judicieusement nommé « Projet Avenir », dont ma cliente a conservé des copies, des échanges détaillant votre intention d'attendre la faiblesse postpartum de son accouchement pour la forcer à signer l'acte que vous venez de lui présenter. Mon avocate a refermé son dossier d'un geste sec. Je vous informe d'ailleurs que pendant que nous discutons, un commissaire de justice missionné par le juge de l'exécution est en train de signifier une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SCI Les Cèdres, ainsi que sur les comptes personnels de monsieur. Le capital est gelé. Il n'y aura aucun achat immobilier. Nous engagerons une procédure de divorce pour faute. Maître Farges s'est levé à son tour. Il a adressé un regard d'une dureté implacable à son ancienne collaboratrice. Et Béatrice, vous avez tenté d'instrumentaliser mon étude pour valider une fraude massive. Je suis tenue par mon obligation de conseil et par la probité de ma fonction. Dès demain matin, je transmettrai un signalement détaillé à la Direction générale des finances publiques concernant la provenance occulte des fonds de votre société civile immobilière. Le fisc n'apprécie guère les montages de blanchiment de communauté. Je vous prie de quitter mes locaux immédiatement. Julien restait prostré, les yeux fixés sur la moquette, réalisant qu'il venait de perdre sa maison, son capital, et qu'il se retrouvait avec une dette écrasante à rembourser. Béatrice a saisi son sac à main, le teint cireux. Elle a cherché mon regard, cherchant peut-être une faille, un reste de cette docilité qu'elle avait tant exploitée. Je me suis levée, j'ai pris ma chemise cartonnée, j'ai contourné la table en chêne, passant à quelques centimètres d'eux. Je n'ai prononcé aucune injure, je n'ai affiché aucun triomphe, j'ai simplement franchi la lourde porte de l'étude, les laissant s'enfoncer dans les ruines financières et pénales de leur propre conception. La procédure de divorce pour faute a suivi son cours avec une rigueur mathématique. La machine judiciaire française possède une lenteur souvent décriée. Mais quand les preuves matérielles d'un recel de communauté et d'une fraude aux droits du conjoint encombrent un dossier, le couperet tombe avec une précision chirurgicale. Le signalement adressé par le notaire à la Direction générale des finances publiques a déclenché un audit complet des comptes de ma belle-mère. La SCI Les Cèdres a été dissoute sous la contrainte de l'administration fiscale, frappée par de lourdes pénalités pour manœuvres frauduleuses. Julien s'est retrouvé écrasé par les sanctions légales. Conformément à l'article 1477 du Code civil, le juge l'a déchu de tout droit sur les montants détournés. Il a dû contracter un crédit à la consommation à un taux exorbitant pour me restituer les 38 000 € de mon héritage paternel.
ainsi que l'intégralité des loyers mensuels versés à l'agence immobilière pour loger sa maîtresse. Il a également été condamné à me verser une prestation compensatoire et une pension alimentaire substantielle pour l'éducation de notre enfant. L'argent disparu, l'illusion du confort s'est évaporée en quelques semaines. Camille n'a pas attendu le prononcé officiel du divorce. Constatant que son futur train de vie venait de s'écraser contre le mur des saisies bancaires, elle a résilié son contrat de location en urgence. Un mardi matin, j'ai vu une camionnette de location se garer devant le rez-de-chaussée. Elle a chargé ses cartons et est partie sans même laisser une adresse de transfert, fuyant la ruine d'un homme qui ne pouvait plus financer ses exigences. Béatrice, quant à elle, a subi le pire affront possible pour une femme obnubilée par les apparences. Le scandale s'est propagé dans tous les cabinets notariaux de la région. Son réseau bourgeois, autrefois si respectueux de son autorité, l'a immédiatement mise à l'écart. Les invitations au dîner mondain ont cessé. Elle s'est enfermée dans son grand appartement toulousain, reniée par ses anciens pères, vaincue par l'arrogance de ses propres machinations financières. Julien a tenté de renouer le contact au début du mois d'avril. Mon fils avait 3 mois. J'étais dans le jardin, en train de tailler les rosiers près de l'allée centrale, quand une petite voiture d'occasion s'est garée devant le portail en fer forgé. Mon futur ex-mari en est descendu. Il habitait désormais un studio de 25 mètres carrés dans une banlieue triste, loin de ses ambitions d'achat immobilier. Il portait un costume mal repassé, trop grand pour lui, stigmate évident d'une perte de poids causée par l'anxiété des courriers d'huissier. Il tenait un sac en papier contenant un vêtement pour bébé. Je suis restée de mon côté de la grille, le sécateur à la main. Il a agrippé les barreaux. Il a commencé par demander des nouvelles du petit, adoptant une voix chevrotante et implorante. Puis les justifications sont arrivées, comme un flot ininterrompu de lâcheté. Il m'a juré qu'il avait été manipulé du début à la fin, qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal. Il affirmait avec aplomb que l'idée de la SCI et du faux bail venait exclusivement de sa mère. Il dénonçait son emprise toxique pour justifier ses propres actes, me suppliant de trouver un arrangement à l'amiable pour les droits de visite, afin d'éviter de nouvelles audiences ruineuses. J'ai écouté sa plaidoirie pitoyable jusqu'à la dernière syllabe. L'homme qui se tenait de l'autre côté de la clôture n'était plus qu'un étranger acculé par sa propre avidité. J'ai posé mon outil sur le muret. J'ai croisé les bras et je l'ai regardé avec un calme absolu. Je lui ai rappelé que maître le maire détenait le monopole de nos échanges et qu'il n'avait plus l'autorisation de se présenter à mon domicile sans une ordonnance du juge aux affaires familiales. Il a insisté, tendant le petit paquet à travers les barreaux métalliques en jouant la carte du père désespéré. J'ai reculé d'un pas, j'ai tourné les talons et j'ai marché vers ma porte d'entrée, laissant le tintement de la grille sceller l'erreur de ma vie passée. J'ai refermé la serrure. Le week-end suivant, j'ai relancé l'activité de mon cabinet d'architecture. J'ai commencé par mon propre intérieur. J'ai loué de l'outillage lourd et j'ai abattu moi-même la cloison non porteuse qui séparait le salon du bureau. Je devais détruire cet angle de vue étouffant depuis lequel j'avais passé ma grossesse à surveiller l'appartement voisin. La lumière a immédiatement inondé la pièce, chassant les ombres d'une cohabitation viciée. J'ai retiré le parquet assombri pour faire couler un béton ciré clair. Redessinant les volumes selon mes propres règles, j'ai effacé leur empreinte, centimètre carré par centimètre carré. Aujourd'hui, je suis l'unique propriétaire de ce pavillon en pleine propriété. Mon fils grandit dans un environnement protégé, entouré de murs porteurs parfaitement sains. L'héritage de mon père est restauré, sécurisé sur des comptes bloqués que personne ne pourra jamais approcher. L'argent financera l'éducation de mon enfant, pas les caprices d'une belle famille malhonnête. L'épreuve a forgé ma lucidité et je retiens une vérité absolue de ce désastre surmonté. Béatrice avait raison sur un seul et unique point, qu'elle récitait comme une prière. Dans cette famille, on prépare l'avenir sans rien laisser au hasard. Si cette histoire résonne en vous, ou si vous avez déjà été confronté à des manipulations financières au sein de votre propre couple, prenez le temps de partager votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait éclairer quelqu'un qui traverse la même épreuve dans l'ombre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification
pour ne manquer aucun de nos prochains récits de résilience. Laissez un j'aime pour soutenir ce travail de narration et rappelez-vous toujours, la confiance est une belle qualité, mais la prudence juridique est votre meilleur allié.